Bonjour à toutes et à tous. 2 jours après l'attentat barbare perpétué contre les équipes de Charlie Hebdo, j'accueille aujourd'hui un grand spécialiste du monde arabe et de l'islam. Professeur à Sciences Po, il a publié de nombreux ouvrages, dont Passion française, Passion arabe, publié chez Gallimard. Gilles Kepel, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on apprend que les terroristes qui ont été à l'auteur de cet acte barbare, les frères Kaouchi, sont en ce moment à Damartin-en-Goël, dans une entreprise où ils se sont retranchés, ils ont pris un otage. Donc on découvre des acteurs qui ont des vraies pratiques de terroristes, et puis que l'un est passé par le Yémen, l'autre a été parmi les acteurs de la filière des buts de Chaumont qui a envoyé des candidats au djihad en Irak. Ces gens étaient aussi sur la liste noire des États-Unis du terrorisme. Est-ce que cette mouvance radicale islamiste est importante en France ? En tout cas, elle existe, elle est relativement structurée et ancienne, comme au moins l'exemple de l'un des deux des frères Kawashi Sherif le montre, ce qu'on appelait la filière islamiste des buts de Chaumont. Et elle a su surtout s'adapter aux transformations diverses du djihadisme radical depuis une dizaine d'années, depuis l'époque d'Al-Qaïda, avec une organisation structurée, pyramidale, et des donneurs d'ordre, à aujourd'hui un système beaucoup plus souple, réticulaire, qui est celui de Daesh ou de l'État islamique, dans lequel on identifie des individus, on les endoctrine, on les forme militairement quand on le peut, et c'est le cas aujourd'hui avec le champ de bataille irako-syrien qui est à portée d'un billet low cost de charter, et ensuite on les réinjecte dans le terrain européen, qui est la cible par excellence dans la vision stratégique de Daesh pour aboutir à la subversion de l'univers du point de vue du combat djihadiste. Est-ce qu'on ne peut pas penser aux attentats perpétrés aussi par Mohamed Merah à Toulouse, à Montauban? Ça s'était fini par un bain de sang. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce même déroulement dans le cas il y a en tout cas une congruence entre Merah, Nemouche, les attentats plus médiocres qui se sont produits récemment avec le poignardage à jouer les tours et l'affaire de Charlie Hebdo. Tout ça s'inscrit exactement dans la même logique qui a été décrite, précisée, explicitée par l'idéologue duquel se réclament tous ces mouvements, qui est un Syrien ayant fait ses études d'ingénieur en France, Abou Mossab Es-Souri, qui explique comment il faut cibler des juifs, des apostats, entre guillemets, c'est-à-dire des musulmans sous l'uniforme français, de policiers ou de militaires. Vous savez qu'on déplore le décès du brigadier vététiste Ahmed Brabet, qui a été ciblé comme tel exclusivement par les tueurs, et comme apostat, entre guillemets, et tuer des intellectuels. Et donc tout ça, ça s'inscrit dans une logique qui est tout à fait délibérée, qui a pour objectif de casser les sociétés occidentales, de dresser les unes contre les autres les populations. Est-ce qu'il y a, donc est-ce qu'il y a une voie derrière? Est-ce qu'il y a un donneur d'ordre particulier qu'on peut identifier? Je ne pense pas que dans la logique de Daesh, on soit encore dans le donneur d'ordre. Justement, c'est la substitution de ce djihadisme pyramidal d'Al-Qaïda au djihadisme en réseau de Daesh. Est-ce qu'il faut craindre du coup de nouveaux attentats et est-ce qu'il y a des cibles particulières qu'il faut protéger? La France a été depuis de nombreux mois déjà identifiée par Daesh et par les groupes assimilés comme un ennemi particulier parce que la France a arrêté l'expansion djihadiste au Mali. C'est l'un des rares succès militaires contre l'expansion djihadiste qui a été menée. Elle est présente à travers son armée de l'air notamment, et son renseignement sur le front irakien. Et qui plus est, il y a environ 1 millier de Français qui vont aller en Syrie, en Irak, qui en reviennent. Et donc il y a toute une mouvance francophone dans la djihadosphère qui s'excite pour désigner des cibles contre ce qu'on n'ose pas appeler leur mère patrie. Est-ce qu'on a été trop laxiste finalement? Parce que vous parlez de nos interventions à l'étranger, mais en France, est-ce qu'on a été trop laxiste vis-à-vis d'un certain discours d'imams qui ont pu avoir des propos très radicaux?
Je crois surtout que le principal problème qui est pointé par l'affaire qui nous occupe en ce moment, c'est la situation des prisons. Puisque s'il s'agit bien, comme tout l'indique pour l'instant, de M. Cherif Kouachi, il est passé par la prison, il a déjà été condamné, et c'est la prison qui a été l'incubateur d'une radicalisation beaucoup plus grande. Il en est ressorti à la fois physiquement transformé par l'exercice physique et aussi par sa fréquentation de quelqu'un de beaucoup plus dangereux que lui, Jamel Beral, il en est sorti beaucoup plus radical. Donc la question de la manière dont la prison aujourd'hui est non seulement une usine à vocation pour les djihadistes, mais le renforcement des vocations de ceux qui y entrent, pose un très gros problème et je pense qu'on ne peut pas laisser ça dans le pilotage à vue qui semble aujourd'hui être celui du ministère de la Justice. Alors, est-ce que les organes religieux, est-ce que le Conseil musulman de France peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour ces autorités qui sont... Alors, le problème de l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire en France, c'est qu'il n'est pas hiérarchisé. Vous n'avez pas un Vatican, des cardinaux, des évêques. Il y a ça dans l'islam chiite, où vous avez une hiérarchie et des gens qui écoutent des ordres qui leur sont donnés par en haut. En France, où qui plus est, il n'y a pas de grand moufti, la France n'est pas une république islamique, comme c'est le cas dans d'autres pays du sud Méditerranée, au fond, chacun peut s'autoriser de dire, à partir du moment où une congrégation le reconnaît, voilà l'islam tel que je le prône. Et les Kouachi, par exemple, étaient endoctriné par un imam autoproclamé, un certain Farid Benyetou, qu'on a vu sur les images récemment, avec ses cheveux longs à l'image des musulmans du temps du prophète, qui lui avait donné une vision du religieux qui était la sienne, et qui n'est pas celle des soufis ou d'autres, et d'un grand nombre de religieux qui ont une vision beaucoup plus intégrée et modérée de l'islam contemporain. Or, toute la difficulté justement aujourd'hui en France, c'est l'apparition, l'expression de la pluralité de l'islam et le problème de sa prise en otage par un certain nombre de propos radicaux. Et on verra bien lors des manifestations qui vont avoir lieu, ce week-end notamment, s'il y a une véritable mobilisation en ce sens contre le radicalisme et contre cette prise en otage. Il faut rappeler que les victimes de ce qu'on appelle peut-être un peu rapidement l'islamophobie, mais ce sont d'abord des musulmans. Il y a parmi les 12 malheureux qui ont été abattus, il y a eu le maquettiste, le correcteur de Charlie Hebdo, Mustapha Akour, et puis le brigadier vététiste Ahmed Mrabet, dénoncé dans la djihadosphère comme un apostat qui aurait servi les Français. Justement, au sein de la communauté musulmane, est-ce qu'il peut y avoir des inquiétudes? Parce que justement, on voit sur Twitter des messages qui se prononcent en faveur de ces terroristes, qui les acclament et qui mettent en garde les musulmans qui ne seraient pas derrière ces actes-là. Tout à fait. Il y a l'attaque contre Charlie Hebdo s'inscrit dans une double stratégie. D'abord, terroriser les adversaires, montrer qu'il n'y a pas d'impunité, qu'on peut mener la guerre à l'intérieur du territoire français, tuer des icônes de la culture française contemporaine, des gens comme Cabu, Wolinski, et pour les plus jeunes, Charb et leurs collègues, mais également considérer qu'on peut être le héros, le grand défenseur de l'islam offensé, puisque l'objectif, c'est de dire, vous voyez, ces gens ont blasphémé le prophète, nous les punissons, et c'est derrière nous qu'il faut se ranger. L'objectif, c'est d'étendre les réseaux de recrutement. Et là, bien sûr, il y a une prise en otage qui passe par la dénonciation de tous ceux qui ne suivent pas ces mouvements extrémistes comme des apostats qui méritent la mort et qui sont ciblés de manière prioritaire, d'ailleurs, par les assassins. Gilles Kepel, merci.